Je vais demander à Caroline Guillot de me rejoindre. Caroline Guillot, qui est directrice citoyenne au Health Data Hub. Alors, le Health Data Hub, c'est peut-être pour vous, si j'ose dire des gros mots, parce que vous vous demandez peut-être ce que c'est. Donc, vous allez tout de suite nous expliquer ce que c'est. D'abord, merci pour cette invitation. Je regrette que David ne soit pas là pour faire la fameuse transition dont il nous a parlé aussi. Mais on pourrait presque la faire parce que, et c'est ce qu'on va évoquer, ça va être le sens du propos, et après je répondrai vraiment à votre question. C'est vraiment passionnant, je trouve, ce qui a été dit, et même l'existence de cet événement, parce qu'en fait, c'est encore plus nécessaire qu'avant, je trouve, parce que ça a été dit tout du long, on ne sait plus, ou on n'a plus ces occasions de dialoguer, voire de se rappeler ce qui est absolument essentiel. On parle à la machine. Oui, et puis on l'a bien vu, il y a plein de technos qui viennent. Finalement, ça, c'est à la fois pour être utile, mais en même temps, ça complexifie les choses. Et il y a l'enjeu de comment on fait pour simplifier. Derrière l'enjeu de simplifier, en fait, il faut juste discuter et se rappeler tout un tas d'évidences qui ont été mentionnées ici, mais ces évidences, il faut se les rappeler, c'est ça le début du dialogue. Et de l'importance pour arriver demain à nous satisfaire, en fait, nous tous, comme quelqu'un le disait, les citoyens et les patients. Et je crois que c'est ça la bonne transition. Si David était là, j'espère qu'il l'aurait dit aussi. Ah voilà. Et alors maintenant, qu'est-ce que le Health Data Hub? On va dire déjà alors, la plateforme des données de santé, une structure publique au niveau national qui a une vocation, c'est de permettre à l'ensemble des acteurs qui souhaitent accéder aux données de l'assurance maladie d'y accéder. Il faut un intermédiaire, on est là. Alors, qui sont les acteurs qui veulent y accéder ? En général, ce sont les CHU, ce sont les industriels. Mais en fait, on oublie de dire que ça peut être tout le monde. Tout le monde, mais pas dans n'importe quelles conditions, évidemment. Et puis, tout le monde ne peut pas exactement le faire de la même façon. Mais en tout cas, ça s'adresse à tous. Et puis, ces données de l'assurance maladie, on se le rappelle, dans le cadre qui est le mien, c'est lequel ? C'est les données issues des remboursements de soins. C'est les données du Système national des données de santé. Et qu'est-ce que le Système national des données de santé ? Encore des mots et des mots, une telle complexité. Eh bien, c'est à la fois, donc, comme je le disais, les données issues de remboursement de soins, les décès, mais ça va être aussi, en fait, il y a une acception plus large aujourd'hui que sont donc l'ensemble des données de cohortes, des entrepôts de données de santé, des CHU, etc. Donc, pourvu que ce soit lié au remboursement de soins. Alors, ce qu'on appelle les entrepôts de données de santé des CHU, c'est toute l'information sur la santé que peuvent recueillir les hôpitaux. Toutes ces données font partie de ce système national des données de santé qui, on pourrait lui donner un autre nom un petit peu plus poétique, notre patrimoine collectif français, donc des données de santé. Et tout ça, pourquoi ? Eh bien parce que ça permet de réaliser des projets qui visent à améliorer la santé des personnes, des projets en épidémiologie, et puis ça va être aussi des projets en intelligence artificielle. Quand on dit en intelligence artificielle, c'est parce que vous allez avoir des projets qui veulent... Quand on imagine le système national des données de santé, il ne faut pas imaginer, en fait, bien que c'est plus simple de le dire comme ça, que c'est une grosse base. Non, en fait, comme d'habitude, c'est plus compliqué que ça. Et donc, vous avez tout un ensemble de bases de données. Et ce qui peut être intéressant, c'est quand vous allez croiser des données issues de ces différentes bases. Et parfois, pour certains projets, effectivement, il faut des capacités de calcul, de stockage extrêmement importants. Et donc, là aussi, le Health Data Hub intervient en mettant à disposition, pour ceux qui le souhaitent, une plateforme technologique à l'état de l'art qui leur permette de faire le projet. Donc, nous, on est situé où ? On est situé au milieu, entre ceux qui attendent d'accéder à ces données et puis les données qui existent en l'occurrence. Et on les accompagne à la fois donc, sur le plan humain d'une certaine façon, parce qu'on va mettre en place des projets, des groupes de travail pour les aider finalement à se dire mais parce que même ceux qui ont les idées d'y accéder à ces données-là, ils ne sont pas toujours au clair de savoir, mais moi j'ai au clair mon idée, je sais ce que je veux faire, mais il y a quoi dans ce système national des données de santé ? Quelles sont les données que je peux utiliser, comment, etc. Et donc on est là aussi pour les accompagner à faire les bons choix, à constituer un dossier qui va bien. Et ce dossier, eh bien ensuite il y a une procédure un petit peu classique, encore une fois... Tout est compliqué. Il n'y a pas une procédure, il y en a plein, mais la procédure standard, évoquons-la. Vous avez une idée, vous faites votre protocole d'étude, c'est un gros dossier. Ensuite, il est évalué, donc nous, on intervient en tant que guichet pour vous aider quand même à structurer éventuellement ce dossier-là. Ensuite, ce dossier passe auprès d'un comité éthique national, qu'on appelle le CESRES, qui va émettre un avis, seulement un avis. Et ensuite, vous passez à la CNIL, qui est la seule autorité compétente qui peut donner accès aux données. Et ensuite, vous devez conventionner avec l'assurance maladie pour enfin pouvoir accéder dans des conditions spécifiques aux données que vous avez demandées.
Et cette procédure, elle ne sort pas de nulle part, elle ne sort pas que des experts comme on pourrait l'imaginer. En fait, pour la petite histoire, l'assurance maladie, quand elle a mis en place, elle a les données pour le remboursement des personnes. Et ils se sont dit à un moment donné, ce serait quand même bien de pouvoir utiliser ces données pour la recherche. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent ces données-là, ils les mettent, on va dire, dans un autre lieu où on enlève le nom, le prénom et le numéro de sécurité sociale. On anonymise, quoi. On anonymise, ça c'est pour la vulgarisation du mot, on pseudonymise, éventuellement ce serait un petit peu plus juste, mais peu importe, l'idée c'est a priori de ne pas pouvoir remonter à la personne, même si ça c'est encore un petit peu complexe, pouvoir sécuriser, et puis tout simplement parce que le chercheur il n'a pas besoin de vous connaître, c'est pas l'objet. Et donc, quand ils ont voulu constituer ce qu'on appelait le CNIRAM, finalement, il y avait un petit peu cette idée que c'était un projet presque un peu mégalo. D'ailleurs, certains qui étaient à la main de tout ça le disaient, on les regardait de façon un petit peu étonnante, en disant, mais vous allez vraiment réussir à faire une chose pareille ? Et oui, ils l'ont réussi. Il se trouve que c'est un moment où beaucoup d'acteurs levaient le doigt pour pouvoir accéder à ces données, pour qu'elles s'ouvrent et qu'elles ne soient pas uniquement aux mains des structures publiques. Et donc, il y a eu un débat en 2014, notamment porté par Marisol Touraine, pour élaborer ensemble les conditions, notamment d'accès à ce système national des données de santé et permettre à l'ensemble des acteurs d'en bénéficier. Alors, vous avez vu dans la table ronde précédente qu'une des questions que se posaient les patients qui utilisent des outils numériques, c'est de dire mais qu'est-ce qu'on fait de mes données ? Et puis vous avez vu un peu la réponse sur à qui appartiennent les données par l'avocate. Mais finalement, est-ce que vous pensez, vous, que les patients savent ce qu'on fait de leurs données de santé ou pas ? Je trouve qu'en fait, c'est marrant parce que quand j'interviens dans les tables rondes, il y a souvent ce sujet de oui, ils ont un petit peu des craintes quand même, etc. Et ils auraient comme une opinion un petit peu mobilisée. Et c'est assez drôle parce que quand je vais dans la rue et que j'interroge à la sortie de l'école de mes enfants, etc., ou que j'entends ces sujets-là, non, il n'y a pas cette crainte parce qu'en fait, il n'y a même pas le début de conversation de ce sujet-là. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme deux cibles sur lesquelles, justement, il faut pouvoir travailler. Il y a une première cible qui est, j'ai presque envie de vous dire, c'est l'exemple même de mon père, qui est multipathologique, donc il est concerné par plusieurs pathologies, et j'ai beau lui parler du sujet, ça a l'air d'être très très loin de ça. Et pourtant, parce qu'il est concerné, on pourrait se dire, la donnée, il voit bien ce que c'est. Eh bien non, lui, c'est plutôt le non-initié, c'est-à-dire la pathologie, bien sûr, il est concerné par les données de santé pour le soin, donc pour lui, mais les données de santé pour la recherche, c'est loin de son monde. Et ce qu'il faut faire plutôt pour mon père comme pour les personnes qui lui ressemblent, c'est plutôt de l'initier à l'idée même que les données servent à la recherche. Je vais juste appuyer mon exemple, cet élément-là, sur un autre exemple. Le CHU de Rouen-Normandie vient toquer à notre porte et nous dit, on a un entrepôt de données de santé, je vulgarise, attention, je vais un petit peu vite dans l'exemple que je vais donner, et la CNIL nous demande de faire de l'information sur ce sujet-là. Ok, très bien. Et moi, ce que je leur ai répondu, déjà, je ne suis pas experte de ce sujet, je ne suis pas experte en communication, mais est-ce qu'au lieu de faire d'abord de la communication sur l'entrepôt de données de santé, vous avez des droits sur les données de santé, est-ce qu'on ne peut pas juste être humble et simple, et je reprends un mot qui a été utilisé tout à l'heure, juste faire de la pédagogie? Est-ce qu'on ne peut pas juste déjà commencer? Est-ce que l'information, ce n'est pas seulement de dire aux gens, les données de santé existent pour la recherche, et après se lancer effectivement dans, et là je passe à mon autre profil, les personnes les plus initiées qui, elles, n'ont pas besoin d'être sensibilisées, mais attendent davantage d'être formées. Et c'est d'autres outils, d'autres moyens d'interagir avec eux qui sont nécessaires. Et les former, c'est quoi ? En fait, les personnes initiées, j'ai même l'impression qu'il faut travailler sur deux choses avec elles. Elles sont demandeuses d'avoir plus d'informations, une meilleure information et d'approfondir les choses. Donc des outils de formation iraient très bien pour elles. Mais quand même, je pense qu'il ne faut pas se défaire de l'idée qu'il y a aussi peut-être pour certains d'entre eux une nécessité de déconstruire un ensemble de peut-être préjugés, de prénotions ou un imaginaire qui se sont constitués de par cette connaissance, mais une connaissance qui n'était pas assez précise. Et pourquoi pas faute à eux ? Parce que tout simplement, ça va trop vite. L'intelligence artificielle, les outils, les règles, la loi, etc. Sauf à être complètement expert du sujet, et combien sommes-nous réellement, et franchement, je ne me compte pas dedans, à être véritablement
vraiment experts du sujet, on n'est pas nombreux. Et donc, on est très vite dépassé et on s'est construit un tas d'idées sur un tas de choses. Et en fait, l'objectif de l'accompagnement, c'est de pouvoir déconstruire éventuellement ces préjugés. Pourquoi ? Dans le but, évidemment, de continuer à consolider la confiance vis-à-vis de chacun dans l'intérêt d'utiliser ces données de santé pour la recherche, parce que les projets qui les utilisent sont véritablement impactants. Alors jusqu'à présent, vous avez parlé des professionnels de santé ou des scientifiques qui viennent vers vous pour faire X études. Est-ce que vous travaillez avec les associations de patients ? Oui, effectivement, on travaille énormément avec les associations de patients. Alors, une des raisons aussi, c'est que je les connais particulièrement parce que j'ai moi-même travaillé en association de patients. Et je vais vous donner une petite anecdote qui ne va pas beaucoup me valoriser, mais qui, je trouve, dit tout de l'état de nos échanges. Je portais des études de type questionnaire pour savoir mieux comprendre le vécu de chaque personne et porter d'ailleurs ce vécu auprès de la Haute Autorité de Santé lorsqu'il s'agissait par exemple d'être dans les réflexions sur le remboursement d'un dispositif médical. La Haute Autorité de Santé à ce moment-là me dit oui, bon, ton étude un peu quanti et parfois un petit peu de qualitatif parce que je mettais du verbatim, etc. Elle me disait oui, c'est bien, mais est-ce que ça représente bien l'ensemble de la population, de ceux qui utilisent tel dispositif médical ? Parce que ta population, tes adhérents sont peut-être pas complètement représentatifs. Cette étude étant faite sur Internet, c'est pas vraiment mes adhérents, mais rappel du monde dans lequel on vit. Et ils m'ont soufflé à l'oreille, mais il faudrait que tu aies les données, peut-être aller voir l'assurance maladie. Et à ce moment-là, l'assurance maladie me rend un service et me dit, OK, on va regarder effectivement qui utilise ce dispositif médical et tu pourras comparer les deux populations. Et donc, quand je suis retournée voir la Haute Autorité de Santé, évidemment, là, c'était beaucoup plus impactant. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ensuite, j'ai été auditionnée par le Health Data Hub au moment de la préfiguration de ça. Et le Health Data Hub me dit, est-ce que donc, les associations veulent faire des choses avec le Système national des données de santé ? Est-ce que vous voudriez être de la partie ? Alors moi, je réponds gentiment oui, parce que je me doute qu'il faut le répondre, oui, mais je ne voyais même pas ce que c'était. Et puis vraiment, je transpirais en me disant, pourvu qu'elle ne me pose pas des questions dessus, je ne sais pas de quoi il s'agit. L'ironie, c'est qu'en fait, je les avais dans les mains, ces données. C'est les données que l'assurance maladie m'a filées à ce moment-là pour pouvoir comparer ma propre population d'études. Donc ça donne juste déjà à avoir du côté un peu compliqué des choses. Et donc, il faut aller, en fait, sensibiliser, informer et former les associations pour dire, peut-être, vous n'êtes pas si loin du domaine qui est le mien, faut juste un petit peu vous l'exposer. Et l'autre chose, c'est quand je suis arrivée au Health Data Hub, l'ambition, c'est que là où on m'a rendu service de façon presque un peu informelle et un peu random, j'ai presque envie de dire, c'est que ce soit finalement mis en place comme un service. Il y avait une sorte de trou dans la raquette. C'est-à-dire que vous voulez accéder au Système national des données de santé, aujourd'hui, c'est quand même des projets de très grande envergure. Est-ce que pour vous, le besoin qui est le vôtre, ça va être, c'est complètement disproportionné parce que peut-être vous voulez seulement qualifier votre population. Mais quand vous voulez qualifier votre population aujourd'hui, vous n'avez que deux solutions. Soit vous allez dans l'open data, et vous êtes une bille comme moi, donc vous n'allez pas le faire. Soit vous allez dans la littérature, et puis la littérature, elle n'est pas toute jeune pour le coup. C'est-à-dire même si elle date d'il y a un an, c'est pas aujourd'hui, c'est pas les stats de maintenant. Et nous, on a mis en place donc un dispositif, un service avec France Assos Santé qui s'appelle le guichet des requêtes, qui vous permet en fait de répondre à ça, c'est-à-dire de dénombrer la population, d'avoir quelques indicateurs chiffrés. On n'est pas dans du croisement parce que si on était dans du croisement, ça irait pas. Là, il faudrait passer à l'autre procédure. Et ça permet, pour moi, surtout aujourd'hui en légitimité, une chose. Aujourd'hui, bien sûr, ça permet à l'association, ces acteurs qui nous sollicitent, d'avoir accès à la donnée qui va bien. Mais surtout, ça me permet, moi, dans le cadre des missions qui sont les miennes, de les accompagner dans la compréhension de ce qu'est le Système national des données de santé, de ce qu'est les données de santé pour la recherche et de comment ça se passe. En fait, on leur donne, ils ne me font pas la demande, j'appuie sur le bouton, ils obtiennent le chiffre. Justement, précisément, on les accompagne dans la compréhension de c'est un projet, quels acteurs mettent autour de la table, comment on peut dialoguer ensemble, comment se passent les choses, et on en sort finalement tous enrichis, et pas seulement sur le plan de opérationnel, vous avez votre chiffre, c'est sur le plan de la compréhension globale de ce qu'est le sujet qui est le nôtre et qui est d'une complexité absolument terrible. Je vais vous poser une question peut-être bête, mais c'est pas grave, j'en pose de temps en temps. Est-ce qu'il y a beaucoup de bases de données en santé qui ne sont pas connues, pas répertoriées, qui ne font pas partie justement
de l'écosystème sur lequel vous travaillez au Health Data Hub. Oui, justement, et c'est un enjeu. Alors, il y a plusieurs enjeux. C'est déjà de donner à voir de ces bases qui pourraient être extrêmement intéressantes, notamment dans le cadre de croisements spécifiques pour des projets. Et puis, il y a aussi aujourd'hui ce que met en place le Health Data Hub. C'était sa mission au départ et ça se structure progressivement. On est une structure qui a à peu près 5 ans. C'est ce fameux catalogue des données de santé. Et l'idée, c'est de pouvoir répertorier des bases très impactantes pour pouvoir les chaîner au préalable d'une certaine façon avec le système national des données de santé dit au sens historique. Et pour ça, eh bien, il y a un comité, on appelle ça le comité stratégique des données de santé, qui s'occupe de regarder justement ces bases et de définir, d'identifier celles qui vont être les plus impactantes et qui pourraient avoir leur place dans le catalogue. Impactantes au sens où parce qu'on en aurait beaucoup besoin, parce qu'elles sont beaucoup mobilisées, parce qu'ils ont les critères qui sont les leurs. Mais voyez un petit peu la dynamique dans laquelle on est engagé, parce que l'enjeu de tout ça, rappelons-le, c'est qu'on a ce patrimoine exceptionnel en France de données de santé et l'idée, c'est de pouvoir s'assurer qu'il est utilisé. Et le sujet souvent de la confiance, on me dit, c'est est-ce que les patients ou les citoyens ont confiance dans la donnée ou pas? Moi, je crois que ce n'est pas ici que l'enjeu est. L'enjeu, c'est est-ce qu'on peut assurer à la population que ce patrimoine de données de santé est suffisamment utilisé et qu'on a mis en place les conditions pour que ce soit suffisamment utilisé, c'est-à-dire à la fois bien sûr protéger, donc pour ça il faut des règles, il faut des lois, il faut et tout mettre ça en application, mais en même temps il ne faut pas perdre le bon sens, il faut être aussi dans une forme de simplification d'accès, c'est d'ailleurs ce sur quoi tout l'ensemble des acteurs dont le SData Hub en relation avec la CNIL réfléchit, pour s'assurer que malgré la protection et ce qui est mis en place pour protéger, il y a aussi des capacités d'accès à ces données simplifiées, et donc pour ça il faut aussi comprendre que ça existe et ce que l'on peut véritablement en faire. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir bien éclairés sur le Health Data Hub. Merci.